La majorité des gens perdent de l'argent en bourse, même quand le marché monte. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment ne pas faire partie du lot. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors oui, on est dans l'épisode numéro 5 de la série Un chemin simple vers la richesse. Un chemin simple vers la richesse, c'est quoi? C'est un livre de J.L. Collins. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai lu, qui est sorti en 2016. Moi, ça fait partie vraiment de ma philosophie d'investissement profonde, tout ce qu'il y a dans ce livre-là. C'est pour ça que j'en ai fait une série pour le podcast. J'ai, dans les 4 derniers épisodes, enregistré les parties 1, 2, 3 et 4. Donc, partie 1, c'était « Pourquoi devenir riche n'a rien à voir avec la retraite ». On veut plutôt accumuler son capital, pour dire non, son capital de liberté, son FU money. Et puis, ça nous permet de cheminer vers l'indépendance financière au lieu de voir ça comme tu travailles puis ensuite c'est la retraite. On veut accumuler ce fameux capital-là de liberté, de capital pour pouvoir dire non. À l'épisode numéro 2, on est revenu sur une règle essentielle pour s'enrichir, c'est qu'il faut éviter les dettes. Les dettes de consommation n'ont pas leur place dans une stratégie vers l'enrichissement, vers l'indépendance financière. Donc, on veut absolument éviter les dettes de consommation. On ne va pas consommer quelque chose avant même d'avoir gagné l'argent pour. C'est une règle essentielle, sinon on ne va pas y arriver. On ne va pas réussir à accumuler quelque chose si on fait ça. Donc, épisode numéro 2, on a parlé pourquoi éviter les dettes, c'est essentiel. Épisode numéro 3, on a dit, est-ce qu'on peut vraiment devenir millionnaire? Est-ce que c'est vraiment possible pour tout le monde? Est-ce que ça prend comme des gros revenus, 200 300 000 $ par année pour y arriver? Ou est-ce que tout le monde peut le faire? Eh bien, oui. Tout le monde peut le faire. Ça dépend surtout de tes dépenses. Ça dépend de tes dépenses, même avec un revenu normal. Donc, si tu es en santé, tu travailles, tu as une carrière, même si tes salaires ne sont pas à des niveaux astronomiques, tu peux, avec tes dépenses, dégager un profit, l'investir. Puis c'est vraiment le long terme, l'investissement sur le long terme, en utilisant les marchés financiers, qui va faire en sorte qu'on va atteindre l'indépendance financière. Donc oui, on peut devenir millionnaire, c'est possible. L'épisode numéro 4, on a commencé à parler des marchés financiers. Oui, les marchés financiers, c'est un outil, c'est l'outil principal qui va nous permettre de faire ça, d'accumuler notre patrimoine de richesse, notre capital pour pouvoir dire non. Par contre, il y a des cycles qui viennent avec ça, puis là, il y a les émotions, il y a la peur, il y a des fois, on n'a pas assez peur, dépendamment d'où on est dans le cycle. Donc, à l'épisode 4, on a parlé des cycles du marché financier, puis on est revenu sur le fait que quand même les marchés financiers, même malgré tous ces défauts-là, ça reste quand même notre outil à privilégier. Tout le monde, on a accès à cet outil-là pour cheminer vers l'indépendance financière. L'épisode numéro 5 aujourd'hui, malgré le fait que, oui, les marchés financiers, c'est l'outil principal, on va expliquer pourquoi que la majorité des gens ne l'utilisent pas de la bonne façon et perdent de l'argent. Alors, je commence. Raison numéro 1, c'est que tout le monde essaye de timer le marché. OK? On veut sortir quand c'est haut, on veut rentrer quand c'est bas. Puis, lorsqu'on regarde la courbe, on dit, bien, ça doit être facile, on doit le sentir, on doit être capable de le faire, ça doit être possible de le faire. C'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute. On est tous comme ça. On voudrait tous pouvoir timer le marché. OK? C'est notre réflexe inné en tant qu'humain quand on regarde l'investissement de vouloir timer le marché. Il faut résister à cette envie-là. C'est la raison pourquoi que la majorité des gens vont perdre de l'argent en bourse, c'est qu'on va essayer de timer le marché. En réalité, ce qui arrive, c'est qu'on fait l'inverse. En essayant de faire ça, on fait l'inverse. On panique quand ça baisse, puis on embarque quand ça monte. Les investisseurs, à ce moment-là, obtiennent souvent des rendements inférieurs aux indices elles-mêmes. Ton pire ennemi en bourse, ce n'est pas le marché, c'est ta psychologie. Donc ça, c'est raison numéro 1. Raison numéro 2, on pense pouvoir choisir les bonnes entreprises. On dit, OK, bon, le plan, là, le chemin simple vers la richesse, c'est d'aller investir dans l'indiciel où est-ce qu'il n'y a pas de frais, puis faire le marché.
Puis là, on pourrait se dire, ouais, mais là, c'est plate, ça, faire le marché. Moi, je le vois, là, qu'il y a des entreprises qui performent mieux que d'autres. Puis, je commence à comprendre comment ça marche. Tu sais, je vois pourquoi que certaines entreprises réussissent, certaines entreprises ne réussissent pas bien. Puis moi, j'ai mon opinion là-dessus. Puis peut-être que mon opinion pourrait me faire gagner plus que la moyenne de l'indice du marché. Parce que aussi, je connais telle personne qui m'a dit que c'était possible en analysant les titres de faire mieux que le marché. Donc, peut-être que moi aussi, je suis capable. C'est très attirant. On veut être capable de faire ça. Il y a des investisseurs qui ont été capables de le faire. Warren Buffett, Peter Lynch ont été capables de choisir les bonnes entreprises sur des décennies et puis ils ont réussi à avoir des rendements supérieurs à la moyenne de quelques points. Et puis, évidemment, ça va chercher des revenus vraiment supérieurs, des rendements supérieurs à ce qu'on peut avoir avec l'indice lorsqu'on réussit à le faire. Mais la vérité, là, c'est que la majorité des pros n'y arrivent pas de façon constante. Donc, nous, là, en tant qu'investisseurs autonomes, en tant que petit investisseur, c'est un petit peu ambitieux comme idée de vouloir faire ça. OK? Puis encore là, comme timer le marché, c'est comme inné, tout le monde voudrait être capable de le faire. Choisir les bonnes entreprises, ça va dans la même ligne. On voudrait tous être capables de le faire. On est tous tentés de le faire. Moi-même, l'auteur du livre a été tenté de le faire aussi. Il a réussi. On est capable de le faire. C'est d'être capable de le faire sur 40 ans qui est difficile. On peut le faire une fois, deux fois avec une entreprise sur une période de temps donnée, mais c'est de le faire sur tout notre horizon de temps pour atteindre la richesse. C'est ça qui est très, très, très difficile. Et puis, c'est la raison numéro 2. Pourquoi que la majorité des gens ne réussissent pas à battre le marché? Okay? C'est qu'on essaie d'aller choisir les bonnes actions, les bonnes entreprises. On va avoir quelques succès, ça va nous donner l'illusion qu'on est compétent, mais sur le long terme, ça ne marchera pas. Battre le marché, année après année, est extrêmement rare. En bout de ligne, ce n'est pas une stratégie, c'est un coup de chance quand ça marche. Raison numéro 3, c'est qu'on va faire confiance aux gestionnaires actifs. On va dire, OK, bon, moi je comprends là, que je suis un petit investisseur, puis en réalité, moi j'ai une job, je ne ferai pas ça à temps plein, surveiller le marché, puis choisir les bonnes entreprises, puis pas prendre les mauvaises. Je vais confier ça, par contre, à un professionnel. Puis là, j'ai entendu dire que tel professionnel, tel fonds géré activement fonctionne très bien. Donc, je vais aller avec ce fonds-là parce que je me suis fait recommander par telle personne, puis dans les médias, puis on voit qu'ils ont un très, très bon track record. Donc, je vais me fier à ça, puis je vais battre le marché de cette façon-là en allant confier mon argent à des gestionnaires actifs, des fonds qui ont des gestionnaires actifs. OK? Ça, c'est la troisième raison pourquoi que les gens perdre de l'argent en bourse, c'est parce qu'on fait ça. On va essayer d'aller chercher quelqu'un de vedette, on va mettre ça dans les mains d'un professionnel qui, à première vue, peut sembler une bonne idée, mais dans les faits, là, on va avoir très peu de chances de réussir en faisant ça. Parce qu'il y a plein d'études. L'auteur dans le livre le souligne, seulement 18% des fonds battent le marché sur une période de 15 ans. Okay? C'est des études qu'ils ont faites. Bon, ça, c'était quand le livre est sorti. Je ne suis pas certain où est-ce qu'on est rendu avec ces études-là, mais à cette époque-là, sur 30 ans, c'était presque 0%, okay, des fonds, vraiment, qui arrivaient à battre le marché sur une période aussi longue. Même problème que si on décidait de les choisir nous-mêmes, les gestionnaires actifs ne le réussissent pas. Premièrement, eux, ils doivent se prendre des gros salaires. Donc, ces fonds-là, ce ne sont pas des fonds indiciels, ce sont des fonds activement gérés, coûtent très cher en frais. OK? 1, 2, 3% de frais. Les gestionnaires vont faire beaucoup d'argent. Les entreprises qui détiennent les fonds activement gérés vont faire beaucoup d'argent. Les investisseurs, eux autres, vont perdre d'argent. Ils vont peut-être pas perdre, là, mais ils vont arriver en dessous, normalement, de l'indice du marché. C'est 100% de ces fonds-là, activement gérés, qui chargent des frais élevés. Okay? C'est surtout les gestionnaires qui s'enrichissent et non pas les investisseurs qui placent leur argent dans ces fonds-là. Donc, ça, c'est la troisième raison pourquoi que les gens perdent de l'argent ou ne réussissent pas à battre les indices. On se fie à des gestionnaires actifs. Donc, la stratégie ici avec J.L. Collins, ça va être évidemment là, l'investissement passif, l'investissement indiciel. On va acheter des fonds négociés en bourse où est-ce que le but du fonds, c'est de suivre l'indice. Okay? Il n'y aura pas de décision là, par une personne. Okay? C'est ça qu'on veut éviter. La quatrième et dernière raison pourquoi que les gens réussissent pas à battre le marché ou perdre de l'argent sur les marchés financiers, c'est qu'on va se concentrer sur la mousse.
OK? Puis là, je vous explique, l'auteur arrive avec une analogie. Ici, imaginez, vous avez un verre de bière, un verre vide, puis vous versez de la bière. OK? Puis là, à la fin, il y a, dépendamment de l'angle que vous avez mis dans votre verre, vous allez avoir une quantité de bière, puis vous allez avoir une quantité de mousse. L'auteur nous dit que les marchés financiers, c'est comme un verre opaque où on a de la bière et de la mousse comme ça, mais on ne sait jamais à tout moment combien il y a de mousse et combien il y a de bière. Ce qu'il nous dit, c'est que la bière, c'est la vraie valeur de l'entreprise ou des entreprises ou du marché. Et la mousse, ce sont les fluctuations quotidiennes. C'est l'excitation des investisseurs, c'est les médias, donc c'est le drame, les prédictions, la panique. Du jour au lendemain, la mousse peut disparaître, hein, comme dans ton verre. Tu peux enlever la mousse, tu ne peux pas vraiment la boire, là, ta mousse, mais tu peux l'enlever, puis là, tu te retrouves vraiment avec l'entreprise. Donc, ce que l'auteur nous dit ici, là, c'est que une des erreurs fréquentes, c'est que les investisseurs vont se concentrer vraiment sur la mousse. Ils vont voir monter, ils vont voir descendre, puis on va se concentrer sur cet aspect-là du marché, alors qu'en réalité, on doit vraiment se concentrer sur le fait que ce qu'on a, c'est des entreprises. OK? Il faut se concentrer seulement sur la partie de la bière dans notre verre opaque. Si tu veux t'enrichir, ignore la mousse, concentre-toi sur la bière dans ton verre. Alors voilà, c'est tout le chapitre 8 du livre Un chemin simple vers la richesse. J'arrête ici. Je termine peut-être en disant que, en faisant le lien avec mon univers, moi je parle à des gens, là, puis on fait des hypothèques. Les gens, on veut structurer son hypothèque pour aller investir sur les marchés financiers en faisant manœuvre Smith et accélérateur. Je vous dirais là, que toutes ces informations-là, toutes ces erreurs fréquentes-là que les investisseurs font, c'est encore plus important d'en être conscient lorsqu'on va utiliser son hypothèque pour investir. OK? C'est encore plus important parce que c'est bien beau, oui, on va aller faire du rendement sur le marché grâce à de l'argent qui ne nous appartient pas. Donc, on n'aura pas travaillé pour cet argent-là. On va aller faire un petit pourcentage de plus. On va économiser de l'impôt aussi. On va utiliser ça à notre avantage. Mais le downside, c'est qu'on est exposé aux risques du marché, on est exposé à tous ces risques-là, les mauvais comportements des investisseurs. On n'est pas à l'abri de ça. Je vous dirais là, ici que c'est encore plus important lorsqu'on va aller investir de cette façon-là, d'être accompagné par, pas moi, là, mais un professionnel lié à vos placements. OK? C'est une bonne idée dans ces cas-là de mettre votre actif sous gestion avec un professionnel. Il va y avoir, oui, un petit frais lié à ça, mais au moins, ça va nous faire un buffer de plus entre vos émotions et votre portefeuille de placement. OK, je pense que ça vaut la peine. Là. Dans ce cas-là, je vous comprends, là, moi aussi, je suis investisseur autonome. OK, normalement, la majorité de mes REER, CELI, ce ne sont pas des actifs sous gestion avec un conseiller financier. Je fais tout ça moi-même. Mais évidemment, je ne peux que recommander à mes clients qui viennent me voir pour structurer une hypothèque puis qui ont l'idée d'aller faire les manœuvres Smith et investir sur les marchés financiers, je ne peux que recommander d'aller voir un professionnel ensuite et de les aider avec leurs investissements, surtout pour le volet ici émotionnel et pour être certain qu'on va garder la route. On va rester les deux pieds sur terre. En cas de crash, on ne pèsera pas sur le bouton panique, puis on va rester investi. C'est vraiment ce qui est le plus important, surtout quand on emprunte pour investir. Deuxième chose, je ferai remarquer que ceux qui veulent faire, par exemple, la stratégie de l'accélération, amorcer la pompe, rien de mal à ça. Faut être prudent. On va baser sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Là. Vous comprendrez qu'aller investir un gros montant comme ça, emprunter tout d'un coup sur les marchés financiers, on va être porté à faire ça quand ça va très, très bien dans les marchés financiers. Hein? On va être porté à faire un amorcer la pompe quand tout est très haut. Okay? Parce qu'on est emballé par le marché, il y a de l'optimisme, il y a de l'enthousiasme, puis c'est normal. On va être porté à faire amorcer la pompe à ce moment-là. Puis un amorcer la pompe quand tout va mal, l'économie va mal, quand c'est la crise, quand les marchés sont bas, on ne voudra pas le faire. OK? Ça, je fais juste mentionner ça. Gardez ça en tête lorsque vous allez faire un amorcer la pompe, que de ne pas être trop influencé par cet aspect-là, de ne pas aller amorcer la pompe, évidemment. La façon de contrer
Ça, c'est de ne pas faire amorcer la pompe et d'y aller vraiment avec de l'épargne systématique. Donc, d'y aller mois par mois avec des plus petits montants, puis d'étaler ça dans le temps. Ça reste une approche qui est plus prudente et plus facile que d'aller avec un gros montant comme ça. Mais si on est conscient, évidemment, que des risques et qu'on sait ce qu'on fait, un amorcer la pompe va fonctionner. Il ne faut juste pas vendre en cas de panique des marchés, parce que c'est là qu'on va cristalliser nos pertes. Dernière chose avant de vous quitter cette semaine, je vous rappelle là, que la meilleure façon pour faire affaire avec moi, OK, c'est de venir me voir quelques mois avant votre renouvellement, refinancement ou votre achat. On va faire un appel initial ensemble et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais vous offrir de me donner le mandat de votre prochaine hypothèque. À partir de ce moment-là, on va être en relation d'affaires ensemble jusqu'à temps que vous ayez votre nouvelle hypothèque et va venir avec ça un paquet d'avantages d'accompagnement. OK? Donc, toutes les questions, je veux m'assurer que vous avez l'hypothèque, que vous comprenez que vous avez besoin et que vous êtes à l'aise et que vous êtes confiant. Tu sais, la confiance dans le milieu financier, c'est le plus important. Vous devez comprendre ce que vous faites, ce que vous avez comme produit et puis c'est là qu'on prend les meilleures décisions. OK? Lorsqu'on est dans l'inconnu, c'est là qu'on va paniquer, c'est là qu'on ne fera pas les bonnes choses. Donc, moi, je suis là pour bien vous informer, bien voir les pour et les contre de chaque décision. Et puis, en me donnant le mandat de votre hypothèque, on va s'assurer de cocher toutes ces cases-là. On va s'assurer aussi d'avoir la bonne structure. On va regarder, est-ce qu'il y a une possibilité, de stratégie fiscale avec votre hypothèque? S'il y en a une, on va la mettre en place ou on va prévoir que peut-être qu'on en aura besoin dans le futur. Donc, on va tout regarder ces aspects-là. La façon, donc, c'est un appel initial. Ensuite, on me donne le mandat quelques mois là, avant, peut-être 2, 3, 4 mois avant la transaction que vous voulez effectuer. Comme ça, on a tout ce temps-là pour bien se préparer et puis je peux vraiment arriver avec la meilleure information pour vous. Puis, on va prendre le temps de bien comprendre à ce moment-là. C'est certain que si on arrive 2 semaines avant l'échéance de votre hypothèque, ça va être un petit peu plus serré. On va plus avoir la concentration sur la transaction puis moins peut-être sur les questions autour. Mais en tout cas, ça va fonctionner pareil, mais c'est moins idéal. Il y a tout le volet accompagnement, comme j'ai dit aussi. On peut parler du budget, on peut parler de plein d'autres choses que vous entendez sur le podcast. Ça va être le temps de faire ça ensemble puis de répondre à vos questions. Voilà, c'était la meilleure façon de faire affaire avec moi. De cette façon-là, moi, je suis payé par le prêteur. Il n'y a pas un sou. Là. Moi, je ne charge pas jamais mes clients directement. C'est tout le temps le prêteur qui me donne une commission suite à une transaction hypothécaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!